Faire de Gaza une côte d'azur du Moyen-Orient à l'appui de ce projet infernal, un temps envisagé par Donald Trump, un cabinet de conseil, 12 employés ont travaillé d'arrache-pied pendant 7 mois et facturé leur rapport plusieurs millions de dollars, comme le révélait le Financial Times début juillet. Comment a-t-on pu en arriver là? Plus précisément, quel est le processus, y compris à hauteur d'individus, qui mène à perdre tout discernement? Bonjour David Naïm. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait paraître dans Le Monde en juillet cette tribune: si un dictateur publie un appel d'offres pour ouvrir les goulags, nul doute qu'il se trouverait des cabinets de conseil prêts à y répondre. Vous êtes l'auteur du livre Le Consultant, paru en mai aux éditions de la Goutte d'Or, un récit satirique de votre propre métier, puisque vous êtes vous-même l'associé d'un cabinet de conseil international. Pour comprendre d'abord d'où vous parlez et au service de quelle démonstration, qui est ce double, le personnage de votre roman Simon Maïmonide, jusqu'où son parcours à lui, recruté très jeune à sa sortie de l'école, ressemble au vôtre? Bonjour. Simon Maïmonide, c'est mon double et c'est en même temps le double de tous les gens qui font carrière dans le conseil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a démarré très jeune dans le conseil, qui a suivi tous les processus très compliqués, très élitistes, très sélectifs de recrutement, et qui ensuite a fait carrière dans cette évolution très pyramidale, ce fameux upper out, c'est-à-dire je suis promu ou je suis viré. Et donc est arrivé au sommet. Donc c'est un peu l'archétype de l'associé d'un cabinet de conseil. Au sommet, c'est-à-dire au 14e étage de sa tour aux allures de Mordor à la Défense, élégante et filée, avec le logo de la firme à la place de l'œil de Sauron et sa flèche de verre plantée droit dans le cul du ciel. C'est ce que vous écrivez dans votre roman. Simon, il vient de HEC. Il a découvert sa future entreprise dans un forum employeur organisé par son école et où les types attendent la fraîche élite avec des costumes impeccables, plus que des costards, un manifeste pour le secteur tertiaire. Est-ce que tous les consultants comme Simon sont, dès leur entrée dans un cabinet de conseil, payés en kiloprof, comme il dit? Alors ils sont très bien payés et c'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, on s'aperçoit, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce premier processus de recrutement qui est lui-même un tout petit peu absurde, qu'en fait les gens qui rentrent dans le métier du conseil, ils sont déjà en fait dans ce moule et cet état d'esprit qui vient lui-même de la prépa, c'est-à-dire que dès la prépa qui prépare aux grandes écoles, on est dans ce processus très sélectif, très élitiste, et donc on est préparé intellectuellement effectivement à rentrer dans ces cabinets de conseil qui payent effectivement très bien. Dans son entretien pour le recrutement, il demande à évoquer son expérience dans l'organisation du gala de l'école, où il a dirigé une équipe de 5 personnes pour monter un bar à thème en hommage au pop art et à Andy Warhol. Il s'agissait de reproduire l'atmosphère vibrante de la Factory. Ce qu'il raconte pas, c'est son expédition au carrefour de Jouy-en-Josas pour acheter 200 rouleaux de papier alu et recouvrir les murs miteux que le président du gala leur avait concédé sans lire le dossier. Alors voilà, il arrive à raconter un peu tout et n'importe quoi comme il veut. Et si je parlais de kiloprof, c'est vous dans votre livre qui parle de son salaire en kiloprof, c'est parce qu'il est fils de prof et marié à une prof qui est en REP+, réseau d'éducation prioritaire, Céline, qui ne trouve pas de budget, elle, pour emmener les enfants au théâtre. Lui, il compte son argent donc en kiloprof, 60 000 € bruts annuels en sortie d'école. C'est toujours un salaire fixe et puis il y a des primes. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. En fait, le système est toujours à peu près le même d'un cabinet à l'autre. C'est-à-dire que vous avez un salaire fixe qui est effectivement très élevé. Alors, je parle de kiloprof par provocation parce que c'est intéressant de comparer. Et on est toujours traité de démago quand on le fait, mais quand même, la question est intéressante. C'est comment est-ce qu'un jeune qui sort d'HEC ou d'une école équivalente gagne 2 ou parfois un petit peu plus fois le salaire annuel d'un professeur en fin de carrière. Et donc oui, effectivement, le salaire est fixe. Et après, il y a ce bonus qui est toujours lié à la performance individuelle. Et ce terme d'individuel est important, c'est-à-dire que vraiment, on rentre dans des modèles où la performance
personnelle, c'est-à-dire la compétition vis-à-vis des autres, hein, pour le dire clairement, et l'alpha et l'oméga en fait de la mesure de la performance de quelqu'un. Lui, par Et- exemple, Simon, quand il devient le responsable Consotech, Mm, qui est donc la fusion entre le secteur de la grande consommation mm, et les télécoms, ce mm, qui donc a priori n'a absolument aucun sens, mais mm, il s'en satisfait. Il est très content de prendre la place. Alors ça serait long à raconter, mais elle ne lui était pas dédiée, mais mm, il profite très cyniquement d'un très grave accident de moto ou de scooter de celui qui devait prendre ce poste-là. Qu'est-ce que c'est que ce secteur Consotech dont Simon prend la tête et à quoi ça sert? Il doit convaincre de certaines fusions et c'est aussi le rôle des cabinets de conseil de convaincre les marchés de fusion. Oui, en fait, ce secteur-là, qui n'a pas de sens, et c'est aussi l'intérêt de la satire, c'est-à-dire que on fusionne des secteurs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, c'est-à-dire la grande consommation avec la technologie. Et puis quand on le fait, finalement, on finit par trouver du sens à ça. Et effectivement, c'est ce qui se passe un peu dans le livre. Simon qui se demande bien pourquoi on a fait ce secteur Consotech qui n'a pas trop de sens. Ben, finalement, il arrive à trouver du sens, ne serait-ce que parce qu'il y a un client qui, lui, a trouvé du sens à ça. Et donc, c'est un fournisseur de baskets qui, au lieu de vendre des baskets, veut vendre des expériences pour les pieds. Et, et donc, il fusionne avec une boîte de télécom pour mettre des capteurs un petit peu partout. Et voilà, donc le sens... En fait, l'absence de sens produit du sens d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là-dessus que aussi prospèrent les cabinets de conseil. Et puis globalement, la technologie et le système dans lequel aujourd'hui on vit. Hein, parce que ça dépasse largement le monde du conseil. Donc Simon, il est tout content d'avoir cette nouvelle mission d'aider donc cette entreprise qui vend des baskets en peau d'autruche et semelles compensées pour certaines à gérer cette fusion et donc à convaincre les marchés notamment qu'elle est judicieuse. Et donc quand cette entreprise dit qu'elle va acquérir un opérateur télécom coréen pour proposer des abonnements pour renouveler ses chaussures automatiquement, des services pour les personnaliser ou les entretenir ou les imprimer en 3D et s'assurer bien sûr que les enfants qui travaillent dans nos usines sont majeurs. Simon, il trouve que c'est formidable, il va pouvoir justifier son métier. Alors lui, personne ne le comprend, son métier, puisqu'il est entouré de profs, sa femme est prof, les collègues de sa femme le regardent comme s'il était l'éminence grise de Francis Holm. Personne non plus hors de son cabinet ou des autres cabinets de conseil ne comprend quand il parle. J'exagère, mais il est pétri de ces anglicismes qui nous agacent profondément quand on n'en est pas. C'est très demanding, il faut se challenger, le benchmark, l'insight, etc. Qu'est-ce qu'elle dit, cette langue-là, cette langue qui est aussi tout en sigles et en acronymes, qui ajoute encore à l'illisibilité du monde? Bah, c'est une langue. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a effectivement ce côté très agaçant et ce côté mystérieux qui est fait à dessein, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le consultant doit montrer qu'il est consultant, donc il est différent du client qui l'emploie pour résoudre un problème. Donc il y a cet aspect-là qui effectivement produit beaucoup d'agacement chez les gens qui l'écoutent et qui n'en sont pas. Et après, il y a un côté qui est beaucoup plus sympa, si j'ose dire, et qui est, moi, étant consultant, quelque chose que j'aime bien. Il y a en fait derrière ce langage-là une espèce d'espéranto, si j'ose dire, Ah oui, carrément. interne au monde du conseil. C'est-à-dire que quand un client vous demande de résoudre un problème et qu'il faut faire appel à un expert du e-commerce chinois, un expert de la logistique américaine, etc., quand les gens se retrouvent dans une salle en visioconférence, en fait, ce langage un peu ésotérique est en fait le langage que tout le monde comprend en interne. Et donc, c'est cette compréhension. Je vais faire que pourrait dire un maturity assessment, voilà, des termes comme ça qui veulent rien dire pour personne. Mhm. En fait, en interne, dans le cabinet, on se comprend et on sait ce qu'on va obtenir. Donc, c'est intéressant ce double aspect du langage. Il y a tous les sigles aussi, SM pour Senior Manager, la première fois ça surprend. Une sorte de patois savant qui sert avant tout à créer la sensation d'appartenance à une communauté, dit Simon. Cette façon de travailler qui se donne des airs aussi, méthode de planification, conduite du changement, architecture de transformation, et cet anglais dont Simon quand même reconnaît que des concepts qu'il utilise comme upward feedbacks, ça claque en anglais, cette langue est parfaite aussi pour emballer les idées stupides, mais est-ce que ça peut créer une intelligence? Ça crée la sensation
d'une intelligence, et c'est ça qui est intéressant, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment où on voit bien qu'il y a un déficit de pensée, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un système, alors Heidegger appelle ça la technique, c'est-à-dire cette architecture qui est pensée pour produire, et donc est une manière de concevoir le monde pour produire. Et en fait, cette structure-là, aujourd'hui, elle est pensée justement avec des termes, si j'ose dire, qui empêchent de penser. Parce que justement, on n'est plus dans un langage commun, on est dans des langages qui sont propriétaires d'une certaine manière de chaque cabinet ou de chaque entreprise, parce que les sigles ne sont pas le propre des cabinets de conseil, hein, on retrouve ce jargon-là dans toutes les grandes entreprises. Et donc, Et les organisations internationales. et les organisations internationales, tout à fait. Donc en fait, cette production de langage, hein, elle a comme conséquence d'empêcher en fait une pensée collective de qualité. Et c'est en fait un peu tout le sens aussi du livre et de cette satire, hein, qui est effectivement, on produit beaucoup d'absurde en pensant produire du rationnel. Cette façon aussi de se présenter, Caroline, vous pouvez m'appeler Caro, se tutoyer dès le premier jour, le tutoiement professionnel, cette espèce de familiarité poisseuse qui voudrait que les membres d'un même compagnonnage, au nom de je ne sais quelle confraternité, s'affranchissent des égards élémentaires. Cette fois, c'est Jean-Paul Dubois que je cite dans Une vie française. Alors, des journées absurdes de Simon Maïmonide qui se jette dans le tambour du capitalisme le lundi matin pour en ressortir rincé et essoré 5 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'inspire de votre quotidien, David Naïm, ou de certaines de vos missions qui vous ont paru les plus vaines depuis tant d'années que vous êtes vous-même consultant? Alors le quotidien, c'est effectivement beaucoup de voyages, c'est le monde du conseil, hein, se caractérise comme ça par beaucoup de déplacements, par un rythme très élevé, et surtout au-delà du rythme très élevé, une grande difficulté à prévoir en fait son rythme, parce qu'on est là pour répondre à des sollicitations des clients qui sont en général assez urgentes. Et donc, en fait, on ne sait jamais ce qu'on va faire dans les 3 mois. Donc, il y a cette espèce de rythme effréné. Et après, l'émission, alors c'est ça qui est intéressant, ça va de la plus passionnante à la plus absurde. Alors, les sujets passionnants, c'est quand on réfléchit à l'avenir des médias. Moi, j'ai eu la chance de travailler là-dessus il y a quelques années, avec le développement d'Internet, le lancement de la téléphonie mobile aussi, pour parler de vieux sujets. Mais voilà, ça, c'est des sujets très intéressants. Attention, pour l'avenir de Radio France, je vous surveille, hein. Voilà, mais on voit bien qu'on travaille sur des sujets qui intéressent la société, sur lesquels on va avoir un impact. Après, il y a des sujets totalement absurdes. Quand vous mobilisez 15 personnes, des mathématiciens de pointe, pour savoir combien il faut mettre de bonbons dans un paquet pour optimiser la rentabilité de tel ou tel client. Vous vous sentez moins utile tout de suite. Voilà, là, on se demande si vraiment on a fait avancer le monde. Et c'est ce que je cite aussi dans le livre. Il y a des exemples, voilà, la mission que Simon pilote sur les poupées manga, qui consiste à réduire telle ou telle partie du corps pour optimiser le coût, ou cette mission pour cette société de basket. Voilà. Simon a un collègue, ils disent quoi les analystes sur les prévisions du marché des mangas? Les pessimistes disent 8%, les optimistes 20%. Bon, tu prends 20, et pour les prix, on peut les augmenter de combien? D'après mes calculs, d'élasticité, 5% au maximum. Ah, c'est pas assez, va falloir gagner sur la marge, ça va se jouer sur la taille des nichons. Réponse de Simon. Et c'est vrai, ça se passe comme ça? Alors ça se passe comme ça, pas sur les poupées manga, ou peut-être, hein, mais moi j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça se passe comme ça, effectivement. C'est le fameux terme de shrinkflation qu'on entend souvent dans les médias, c'est-à-dire au lieu d'augmenter le prix, on réduit la quantité en laissant le même prix, donc on obtient finalement le même résultat économique. Voilà. C'est peut-être ce qui va se passer bientôt avec la hausse des prix des droits de douane. Et d'ailleurs, sans doute, les cabinets de consultants sont en effervescence en ce moment suite aux annonces de dimanche. Vous avez été à la COP28, je crois, David Naïm aussi. Ouais. Avec un côté absurde aussi. La COP, pour moi, c'est le summum de l'absurde. C'est-à-dire que vous avez des gouvernements. Autour des gouvernements, vous avez des entreprises de lobbying. Autour des entreprises de lobbying, vous avez toutes les entreprises. Et tout le monde gravite les uns autour des autres, avec des objectifs plutôt commerciaux que vraiment de changement, de résolution des grands problèmes du monde. Tout le monde voyage en business.
Et puis à la fin de la COP, on vous dit rendez vos badges en carton parce qu'on les recycle. Et vous avez vraiment cette absurdité totale, tout ça dans des endroits dont on sait très bien qu'on est très 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 loin quand même des préoccupations climatiques. Et donc, vous voyez, la COP 28, c'était il y a 2 ans, on parlait de réduction de 1,5 degrés. 2 ans après, c'est-à-dire demain, à l'échelle des changements climatiques, on sait que ce sera inatteignable, donc on le savait déjà. Vous voyez, donc c'est cette espèce de mouvement brownien qui est essentiellement commercial, alors qu'on parle de sujets qui sont vitaux en fait pour le monde. C'est là qu'en fait on touche vraiment cette problématique d'absurdité. Et c'est là qu'effectivement, on voit la société aujourd'hui se retourner et critiquer fortement, que ce soit les politiques, les consultants, enfin tous les gens qui sont aujourd'hui censés penser et résoudre ces problèmes-là. Depuis quand existe l'idée même de faire du conseil aux autres un métier? On pourrait dire que le grand philosophe juif du Moyen Âge, dont votre personnage Simon Maïmonide porte le patronyme, Moïse Maïmonide, était aussi une sorte de grand consultant. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, parce que Moïse Maïmonide, effectivement, quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des Égarés, qui est un livre absolument génial, parce que l'objectif de Moïse Maïmonide, c'était de répondre à peu près à toutes les questions personnelles qu'on puisse se poser, depuis le mariage, l'amour, l'amitié, la croyance en Dieu, etc. Mais il gagnait pas 6 briques par an, lui. Et alors, je ne sais pas. C'est Est-ce que jamais. Moïse Maïmonide était riche? Je n'en ai aucune idée. Mais cette ambition est assez géniale. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez trouver dans le livre des Égarés réponse à peu près à tout. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Et ce métier-là, il existe depuis la nuit des temps, et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'en fait, on ne sait jamais définir ce qu'est un consultant, et pourtant tout le monde fait appel à des conseils, des amis, des notaires, que sais-je. Donc, ce réflexe de faire appel à l'autre et de s'en remettre à quelqu'un pour avoir un avis et des solutions, il est évidemment vieux comme l'humanité. Le guide des égarés de Moïse Maïmonide a influencé la philosophie juive et de grands penseurs chrétiens comme Thomas d'Aquin. Simon, le personnage de votre roman, caressa le projet de faire un guide des égarés dans le capitalisme, mais l'idée disparut vite, effacée par la tâche consistant à codifier le projet encaissement-décaissement. Je cite votre livre. Les cabinets de conseil tels qu'on les connaît aujourd'hui, eux, ils sont plus récents, ils datent du 19e siècle. Est-ce qu'il y a une sorte de typologie? C'est surtout au Royaume-Uni, aux États-Unis qu'ils sont nés. Est-ce qu'on peut les classer selon une forme de typologie, ces cabinets qui existent aujourd'hui, dont certains dominent le marché, d'autres sont plus petits? Alors, il y avait une typologie qui a tendance en fait à disparaître avec les effets de taille. C'est-à-dire qu'il y avait des cabinets de conseil qui étaient très spécialisés dans la stratégie, c'est-à-dire la réflexion sur comment allouer au mieux ses moyens pour développer l'entreprise. Il y a des cabinets de conseil qui étaient spécialisés plutôt dans la technologie, c'est-à-dire vraiment le développement de systèmes d'information, de codage, etc. Il y a des cabinets de conseil qui étaient un petit peu entre les deux, sur des sujets très fonctionnels, des spécialistes de la logistique, des spécialistes des ressources humaines ou des finances. Mais cette segmentation, si j'ose dire, cette typologie, elle a tendance à disparaître parce que tous les cabinets, comme toutes les entreprises d'ailleurs, sont obsédés par la croissance, qui est l'alpha et l'oméga en fait de la réflexion économique aujourd'hui. On ne fait rien sans vouloir grossir. Et donc, à force de grossir, en fait, les frontières s'effacent. Et vous avez des cabinets de conseil en stratégie qui font de la technologie, des cabinets de conseil en management qui font de l'outsourcing de systèmes d'information. Et donc, tout disparaît un peu au profit d'une course, encore une fois, à la taille, qui a des conséquences aussi sur la nature même, évidemment, des prestations qu'on fait et sur la relation avec les clients. Les frontières s'effacent petit à petit, dites-vous, au sens propre aussi, puisque, alors c'est ce qui est écrit dans votre roman, je ne sais pas si c'est la réalité, mais il est écrit que les Américains en général divisent leur direction depuis 3 plaques géographiques, Amérique, Europe, reste du monde. Alors, il y a une façon de voir le monde aussi. Il y a une façon de voir le monde. Alors, il y a plein de manières, suivant les cabinets. Encore une fois, les grandes entreprises veulent trouver des regroupements qui sont un peu différents. Mais effectivement, il y a grosso modo le continent américain, l'Europe, et puis après, il y a les pays émergents qu'on classe parfois poliment en suivant leur continent, ou alors dans lesquels on fait un espèce de grand fourre-tout en disant, voilà, eux,
c'est les pays émergents, et puis on s'en occupe pas parce que ça fait des revenus un peu plus faibles. Et donc il y a effectivement cette vision aujourd'hui très globalisante d'un monde dans lequel en fait les pays sont une maille qui est plutôt quelque chose qui est difficile à gérer et qu'on aimerait bien supprimer plutôt qu'une maille qui fait sens. Et ça, c'est vraiment un mouvement et une réflexion qui existe dans toutes les grandes entreprises. Et c'est vraiment une des conséquences majeures de la course à la croissance que j'évoquais. Quand je disais avec plutôt le sourire que les cabinets de conseil devaient être en ébullition en ce moment suite aux annonces de dimanche de Donald Trump, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont quelques rôles à jouer, que les entreprises leur fassent appel à eux et le cas échéant, pourquoi? Puisqu'on voit bien dans votre livre qu'à chaque fois qu'une entreprise a un problème presque d'ordre économique à régler, ils appellent un cabinet de conseil. Oui, bah là, effectivement, c'est le cas typique sur lequel les cabinets de conseil ont un rôle à jouer et sur lequel, justement, ce rôle... Alors, la réponse est facile pour moi parce que là, pour le coup, le rôle est objectivement très utile parce qu'il y a une énorme complexité derrière ces droits de douane. Il y a énormément de régulations, il y a énormément de règles qui dépendent d'un pays à l'autre. Donc, la modélisation des conséquences de ces droits de douane, elle est très compliquée. Et c'est vrai que les cabinets de conseil, comme ils ont toutes les informations, comme c'est leur métier de les gérer ces informations-là, ils ont tous aujourd'hui des modèles qui permettent de prendre des décisions. Donc c'est facile et c'est logique et c'est probablement utile effectivement de faire appel à un cabinet de conseil dans ces cas-là. Mais là justement on est dans les cas très utiles et on n'est pas dans les cas absurdes. Après l'absurdité elle est ailleurs. Et utile ou pas, c'est encore une question dont il faut débattre et on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Comment ces cabinets de conseil ont-ils pris la place qu'ils occupent aujourd'hui, notamment dans la décision publique et dont s'inquiétait en France le Sénat en 2022 dans un rapport sur l'explosion des prestations de conseil sous la présidence d'Emmanuel Macron? La Cour des comptes a beaucoup plus récemment, au mois de juin, fustigé le recours au cabinet de conseil dans les collectivités territoriales. David Naïm, vous restez avec nous. On vous retrouve plus tard. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez France Culture, il est 8h. 7h-9h, les matins d'été, Julie Gacon. Nous sommes toujours avec notre invité David Naïm, consultant, auteur du roman satirique Le Consultant aux éditions de la Goutte d'Or et d'une tribune parue la semaine dernière dans le journal Le Monde. Si un dictateur publie un appel d'offres pour ouvrir les goulags, nul doute qu'il se trouverait des cabinets de conseil prêts à y répondre. Vous réagissiez aux révélations du Financial Times quelques jours plus tôt de ce qu'un cabinet de conseil américain, BCG, un concurrent du vôtre, il faut aussi le préciser, a travaillé à ce projet, cauchemardesque, monstrueux de Donald Trump, d'une Gaza Riviera. Comment expliquer que ce cabinet ait ne serait-ce qu'accepté cette mission, trouver des salariés aussi qui ont travaillé 12 heures par jour pendant 7 mois pour travailler à ce projet sur des tableaux Excel? Si vous voulez, je peux répondre en prenant un tout petit peu de recul par rapport à ça. C'est aujourd'hui, je pense, et la chronique sur Larry Ellison était très très illustrative de ça pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un système qui refuse de voir que ce projet de domination de l'homme sur la nature, surtout sur le monde, est une illusion. Voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui le montrent. Et dans le même temps qu'on refuse de voir cette illusion, il y a ce rêve de domination qui continue. Il y a l'intelligence artificielle qui en est effectivement le sujet le plus illustratif de ça, et qui tend, et plus on va dans cette direction-là, plus effectivement on voit l'homme non pas comme un humain, un être, mais comme un élément du dispositif technique. Voilà. Et donc les consultants, effectivement, s'inscrivent dans ce monde-là. Et donc il y a cette perte, effectivement, de discernement qui fait qu'effectivement on regarde non pas le sujet tel qu'il est, c'est-à-dire ces drames qui sont en train de se passer, cette guerre, mais aussi il y a quelques années les opioïdes, donc toute la maladie, et ça je fais référence au scandale de McKinsey il y a quelques années sur les opioïdes. Qui a aidé le laboratoire Purdue Pharma à doper les ventes de l'Oxycontin, donc qui a accéléré la crise des opioïdes, qui a créé des dépendances. Voilà, effectivement, et donc on est dans un modèle effectivement où il faut résoudre des problèmes, mais la nature du problème et ce qu'il signifie
et ses conséquences sur la société n'intéressent plus personne. Et donc on est dans un espèce de réflexion totalement virtuelle, et c'est ce que Heidegger appelle cette volonté de volonté, c'est-à-dire qu'on raisonne pour le simple plaisir, si j'ose dire, d'exprimer encore cette prescience et cette prééminence en fait de ce système technique, parce qu'on refuse de voir qu'il ne marche pas. Et ça donne effectivement, voilà, cette mission que vous évoquez. Ça en donne d'autres. Ça donne des choses plus absurdes et plus amusantes que j'évoque dans mon livre ou qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc voilà, c'est ça cette érosion en fait de la rationalité par cet excès de rationalité. À quel moment ces gens, ces consultants ont perdu conscience de ce qu'ils étaient en train de faire? Par exemple, ce cabinet pour Gaza a calculé ce que coûterait le déplacement d'un quart de la population, selon qu'on offrirait à chacun un forfait de localisation de 9 000 $ cash ou 5 000 $ et 4 ans de loyer. Donc il y a vraiment des gens qui, en effet, ont calculé tout ça pendant 7 mois. Est-ce qu'il y a des cabinets qui refusent des missions, quitte à le faire en cours de route, parce qu'ils se rendent compte que ça n'a aucun sens? Bien sûr, mais tous les cabinets refusent, y compris le BCG. Il y a des règles dans tous les cabinets, il y a des règles d'éthique, il y a des règles de déontologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que à quel moment, et ça arrive, vous voyez, la fraude, ça arrive, les erreurs de règlement ou de respect des procédures, ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça se produit, il reste quoi? Il reste effectivement le comportement humain. Et c'est là que pour moi, il y a le sujet très intéressant, c'est que à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, à hauteur d'individus, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dire ce sujet-là ne peut pas être traité de cette manière-là. Et il y a cette espèce d'oubli de l'être, c'est-à-dire d'annulation complète de ce qui fait la valeur d'un individu, que ce soit sa souffrance ou son bonheur ou ses perspectives, mais pour une mathématisation, si j'ose dire, avec un horrible néologisme, de tout. Et donc on est vraiment dans ce modèle qui réquisitionne tout, y compris les humains, pour en faire du stock disponible à la consommation. Mais c'est vrai que dans votre roman, le consultant, donc c'est Simon, votre double en quelque sorte, même si on espère que vous n'êtes pas de cette engeance-là, mais Simon, lui, il se perd et il ne croit plus en ce qu'il fait. C'est ce que permet la littérature, de raconter quelque chose à partir d'histoires individuelles, mais le système demeure d'une certaine façon, l'existence même de cabinets de conseil. Et là-dessus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez que certains cabinets de conseil, certaines missions sont bonnes à prendre. Or, sans aller jusque dans ces extrêmes que vous avez cités, on a beaucoup parlé en 2022 avec le rapport du Sénat, mais aussi le roman Connemara de Nicolas Mathieu, du poids des cabinets de conseil auprès de l'État, des administrations, des collectivités. La Cour des comptes a pour sa part révélé ou confirmé en juin que les collectivités consacrées aux prestations de conseil, alors autour de 1% de leurs dépenses, ça peut paraître dérisoire, mais c'est bien plus que l'État. Ça représente 195 millions d'euros entre 2019 et 2023. Quelle expertise ces collectivités pensent-elles pouvoir trouver à l'extérieur, alors qu'on peut leur souhaiter d'avoir des gens compétents à l'intérieur? Mais parce qu'aujourd'hui, on est encore une fois dans ce modèle qui met en demeure d'innover, qui met en demeure de changer, qui met en demeure de produire, sans se préoccuper aujourd'hui d'autre chose que de ces éléments-là. Et donc, on parle de ressources humaines, de capital humain. Donc ça, c'est le mode de pensée et d'interface, si j'ose dire, avec le monde, qui est dominant. Les consultants en sont un rouage, ne sont pas un acteur, sont un rouage. Toutes les entreprises et le secteur public en est aussi tout à fait partie prenante. Et donc, pour répondre à votre question, la conséquence dans le secteur public, c'est quoi? C'est un manque de personnel, c'est un manque de cadres parce qu'ils vont tous dans le privé. C'est une complexité énorme en fait de tous les dispositifs qui sont à la fois publics, privés, avec des enjeux juridiques extrêmement compliqués, de la contractualisation, donc une énorme complexité. C'est aussi une défiance du politique sur la qualité
du personnel De dans son le secteur propre public, de personnel. son propre personnel, parce que c'est plus sexy, si j'ose dire, d'aller chercher un point de comparaison à l'international, etc., et puis une marque. Et Mais que puis ce soit sexy, c'est quand même insupportable. Enfin, d'entendre ça, que c'est plus sexy de faire ça. À la limite, que ce soit plus utile, que ça apporte quelque chose, mais que ce soit plus sexy. bah ça, voilà, mais ça, Ouais. vous avez encore une fois cette envie, si j'ose dire, du personnel politique. Et puis après, il y a un dernier élément pour moi qui est important de mentionner. Il y a aussi cette pression des citoyens à avoir des résultats rapides, mesurables, parce que tout le monde est dans cette philosophie du mesurable, du résultat, etc., qui fait qu'à la fin, effectivement, on fait appel à des cabinets de conseil pour résoudre soit des manques d'équipe, soit des problématiques justement d'innovation qu'on ne saurait pas ou qu'on pense ne pas savoir résoudre à l'intérieur de tel ou tel service du secteur public. Et donc, c'est ce dispositif-là qui se met en place. Après, Donc on a supprimé du personnel, des effectifs pour finalement commander des missions qui coûtent parfois 100 000 € par jour. oui, voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est au cabinet de conseil qu'il faut en faire le reproche ou est-ce que c'est aux politiques? Et de la même façon, toutes les horreurs qu'on a décrites depuis le début, alors celle-ci était spécifiquement due à des cabinets de conseil, en tout cas des commandes passées à des cabinets de conseil, mais toutes les entreprises n'ont pas besoin de cabinets de conseil pour leur souffler les pires idées. À ma connaissance, Lafarge, par exemple, a décidé toute seule d'ouvrir une usine en Syrie en mettant tout son personnel en danger de mort sous le canon de Kalachnikov de Daesh. Je ne crois pas qu'il y ait eu de cabinet de conseil dans l'histoire, si j'en crois tout ce que j'en ai lu, et notamment le livre de Justine Ogier. En tout cas, un des personnages de votre roman est responsable du pôle service public du cabinet de conseil, Marouane, qui est investi de sa mission transformer le service public, comme s'il était une fée et les fonctionnaires des crapauds. Écrivez-vous, la Cour des comptes en juin a dit que preuve n'a pas été faite que les prestations de ces cabinets de conseil vendus aux collectivités locales ont été utiles. Comment on mesure qu'elles ont été ou pas utiles? Mais vous voyez, c'est là que c'est intéressant parce que on voit bien que la problématique, c'est pas un cabinet de conseil par rapport à une entreprise, un secteur public par rapport à un cabinet de conseil ou par rapport à une entreprise. C'est globalement, en fait, ce système-là aujourd'hui, qui est un système, encore une fois, dont on refuse de voir qu'il ne fonctionne plus. Et le on incluant tout le monde, c'est là le cœur du problème. Et en fait, on ne peut pas mesurer, et c'est pour ça que ce débat est assez peu intéressant, si j'ose dire, parce que on ne peut pas mesurer la performance et le retour sur investissement d'une prestation de conseil. C'est extrêmement difficile. C'est un peu comme si vous mesuriez la performance du psy que vous consultez, si vous voulez. On voit bien que ça se passe dans le domaine de la confiance. Vous savez que ça vous a fait du bien, vous savez que ça ne vous en a pas fait, mais on ne peut pas tout mesurer. Et quand on rentre dans ces débats-là, effectivement, on pourrait dire ça n'a pas été utile, on pourrait faire 40 études qui montrent qu'au contraire ça l'a été. Et donc en fait, c'est un débat périphérique qui refuse de voir pour moi le véritable problème, qui est que, encore une fois, notre système de pensée de notre monde n'est pas adapté à ce qui est en train de se passer dans le monde, et que les cabinets de conseil, les entreprises, les politiques refusent de traiter le problème parce qu'il est trop complexe et à résoudre dans un temps qui n'est pas le leur, qui est un temps long. Pour évoquer les conséquences que peut avoir la commande à un cabinet de conseil à des prix d'or d'une mission de réorganisation aux dépens des salariés d'une entreprise ou des fonctionnaires d'une administration, des agents d'une administration. C'est Nicolas Mathieu dans Connemara qui raconte, qui écrit: les salariés continuellement aux prises avec ces soudaines réinventions, ne sachant plus où ils se trouvaient ni ce qu'ils devaient faire au juste, restaient toute leur vie des incompétents chroniques, bisutables à l'envi, et dès lors dans ces entreprises et ces administrations en perpétuelle mutation,
mutation, demander une augmentation devenait une démarche quasi mégalomane. Quant aux syndicats, ils devaient faire avec. Toujours 2 trains de retard sur ces frénésies réformatrices, n'ayant pour eux qu'un peu de bonne volonté, de vagues capacités de nuisance et un passé glorieux qu'ils chérissaient comme une médaille dans un paysage en ruine. David Naïm, vous qui avez écrit votre roman Le Consultant depuis votre rôle de consultant, même si c'est encore une fois tout à fait caricatural, c'est une satire. Comment vous le voyez de l'autre côté, de la part de ces clients auxquels vous restez attaché néanmoins, avec cette relation de confiance que vous essayez de tisser, j'imagine, au quotidien dans votre métier, mais dont on saisit, je trouve, par ces mots de Nicolas Mathieu, tous les dangers que ça fait courir à une cohérence, une cohésion sociale. Oui, parce que finalement, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, et pas moi, plutôt Heidegger, parce que je pense que la réflexion philosophique derrière, elle est importante. La volonté de volonté, c'est-à-dire, on est dans un système qui a atteint un tel niveau de complexité que personne n'y comprend rien. C'est-à-dire que vous avez des entreprises aujourd'hui, et je parle des cabinets de conseil comme des entreprises, qui sont présentes dans plus de 100 pays, qui ont des business models extrêmement différents à gérer en parallèle, etc., etc. Et ces entreprises-là, je parlais du secteur public et lui-même est très complexe, donc quand on n'y comprend plus rien, il reste à exprimer son pouvoir pour le simple but d'exprimer ce pouvoir-là. Et donc là, ça donne, il faut simplifier. Non, mais surtout, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. C'est aussi ce qu'on disait hier sur l'intelligence artificielle avec Irénée Regnault. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place, en fait, personne n'y comprend rien. On le fait parce qu'on est payé pour. On le fait parce qu'effectivement, encore une fois, on est en train de faire des humains, c'est l'oubli de l'être. On est vraiment dans cette phase, pour moi, incroyablement historique de l'histoire de l'humanité, où effectivement ce qui était des objets de pensée philosophique, l'oubli de l'être, la technique par rapport aux humains, etc., est exactement en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est en train de devenir un élément du dispositif technique. Et donc vous avez aujourd'hui, moi je connais des dirigeants qui disent le bonheur, ce serait de diriger une boîte avec seulement 5 employés. Mais quelle est cette définition du bonheur? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et quel est le débat qu'on a à côté sur l'enjeu de l'intelligence artificielle, les humains, l'enjeu sociétal? Il est à peu près nul. On parle, il faut déréguler parce que ça empêche d'innover. Et pour d'autres consultants qui, pour certains, quittent le conseil, parce qu'il y en a des jeunes consultants qui, après plusieurs années, ont trouvé insupportable de se retrouver avec des clients qui leur demandent de résoudre un problème et eux connaissent bien moins leur métier qu'eux et à 25 ans, 26 ans, ils doivent se retrouver à asséner des vérités qu'ils ne maîtrisent pas et qui se reconvertissent, par exemple, dans le bois, entre autres, et surtout loin de toutes ces questions de conseil. Je ne raconterai pas le dénouement de votre livre, David Naïm, avec par ailleurs un très beau passage sur une discussion que Simon, le consultant, donc, a avec son ancien beau-père, qui fut tête de pont du mouvement juif libéral de France et qui le fait s'interroger, ou plutôt l'incite à poursuivre sa réflexion sur le sens de ce qu'il fait. Simon, qui était un insupportable connard, il faut le dire, bien qu'il lut des romans durs de Simenon, ce qui était la seule raison de le rendre sympathique à mes yeux, est finalement extrêmement touchant sur la fin. Est-ce que pour autant on peut imaginer qu'il quitte le conseil? Pourquoi il ne quitte pas le conseil? Pourquoi vous ne quittez pas le conseil, David Naïm? Lui, effectivement, il est touchant parce qu'il finit par s'apercevoir de sa cruauté dans le regard des autres, de sa femme, de sa fille, de son ancien amour dont il ne se souvient plus pourquoi c'est son ancien amour. Ouais. Et donc il est touchant à ce titre-là et il cherche effectivement, c'est la discussion que vous évoquez avec le rabbin, à, entre guillemets, se faire pardonner. Et dans cette réflexion-là, il finit par faire le même processus intellectuel qu'il fait d'habitude et qui l'emmène à une chose encore plus absurde que ce qu'il fait d'habitude. Donc il ne résout pas ses problèmes. On ne peut pas l'expliquer, mais en gros, ça concerne un chat. Ouais. Et donc probablement, il ne va pas quitter le conseil. Après, chacun verra à la fin. Et à la question, moi, si vous me posez la question à moi, j'ai pas envie de quitter le conseil parce que je trouve que partir, c'est aussi donner raison à un système qui dysfonctionne. Donc je pense que c'est bien. Et je parle en mon nom, je parle au nom de j'espère, de gens plus jeunes.
on peut changer les choses. Il faut pas démissionner. Je trouve un peu désespérant aujourd'hui cette espèce de démission. On a l'impression que l'humanité a lâché l'affaire parfois sur le climat, sur l'intelligence artificielle, comme si les choses se passaient. On entend Ellison dire des trucs totalement dingues, horribles, de télésurveillance. Trump, j'en parle même pas. Et on a l'impression que, ça doit arriver de toute façon. On ne peut pas faire autre chose. Et pour moi, c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres systèmes de pensée. Il y a l'art en est un, la philosophie en est un, et c'est pas anodin qu'il y ait cette attaque aujourd'hui contre l'art, la culture, parce que c'est l'alternative en fait. Merci beaucoup, David Naïm, d'être venu dans le studio des Matins d'été de France Culture. Votre roman Le Consultant a paru aux éditions La Goutte d'Or. Merci beaucoup. Merci.